Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart for Change. Pour rester à l'écoute des marchés, vous nous suivez tous les jours à la télévision à 20h30 via vos box. Vous nous retrouvez également chaque jour en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, nous évoquerons ce nouvel équilibre de marché avec des indices actions et notamment le S&P 500 aux États-Unis qui a recoupé toutes les pertes accumulées, notamment au cours du mois d'avril avec le choc de Liberation Day. L'indice américain, l'indice large américain est revenu même sur ses niveaux du 1er janvier. Et de l'autre côté, les marchés obligataires, eux, qui restent sous pression avec un 10 ans américain qui continue de se balader autour de 4,50%, un seuil symbolique néanmoins scruté de près par les investisseurs, qui est perçu comme étant un seuil de douleur potentiel pour l'administration américaine. Et plus loin encore sur la courbe, on voit un 30 ans américain revenu flirter, lui, avec le niveau de 5%. Que peut-on dire de cet équilibre de marché? Est-ce un équilibre stable ou instable? Nous poserons la question à nos invités de Planète Marché dans quelques instants. Pas mal de stats américaines publiées aujourd'hui, notamment concernant la consommation des Américains pour le mois d'avril. La consommation qui continue de tenir, même si on voit le rythme des ventes au détail sur le mois qui s'est atténué par rapport à ce qu'on avait pu observer le mois précédent. Des phénomènes d'anticipation avant la mise en place des tarifs qui ont sans doute perturbé un petit peu la lecture de ces statistiques. Néanmoins, le chiffre ressort légèrement supérieur aux attentes. Et puis, dans le sillage des ventes au détail américaines, on a un autre baromètre de la consommation qui a publié et communiqué. C'est le groupe Walmart. Pauline Gratel vous apportera le détail de la publication de Walmart qui qui prévient qu'il y aura des hausses de prix à venir, évidemment, pour ses clients et consommateurs, sans doute à partir de la fin de ce mois de mai. Et puis, dans la série des publications du jour, on notera ce désamour confirmé, grandissant entre le marché et Ubisoft. Ubisoft qui s'effondre littéralement à nouveau après la publication de ses résultats, des prévisions de vente stables et un nouvel allongement des délais de production pour les prochains jeux qui sortiront chez Ubisoft. Le marché apprécie peu la nouvelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà donc pour le tableau du jour sur les marchés. Dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous nous focaliserons sur une des nouvelles grandes thématiques de marché, la thématique du New Space, thématique nouvelle, même si certains investisseurs sont investis dans cette thématique depuis longtemps maintenant. C'est le cas des équipes de Carista, société de Venture Capital, spécialiste notamment du New Space depuis 2017. Et l'un des associés de Carista, Olivier Dubuisson, sera avec nous en plateau dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Séance à nouveau calme quand on regarde les grands indices actions mondiaux. Oui, aux États-Unis, le Nasdaq, qui n'a cessé de remonter depuis plusieurs jours, ouvre aujourd'hui en repli de l'ordre de 0,6%. En Europe, le Stoxx 600 évolue autour de l'équilibre. En France, le CAC 40 reste pénalisé par le luxe avec Kering qui perd 4,5% et LVMH en baisse de plus de 3%. L'indice évolue aujourd'hui autour de l'équilibre, au-delà de 7800 points, mais sans réelle tendance. En Allemagne, le DAX évolue en légère hausse après que Berlin se soit engagé à dépenser 5% du PIB dans la défense. Rheinmetall gagne plus de 4%. On attendait plusieurs statistiques américaines, notamment les ventes au détail et la production industrielle. Oui, les ventes au détail américaines d'avril s'établissent en hausse de 0,1% sur un mois, après plus 1,7% en mars, un chiffre révisé à la hausse. Les prix à la production industrielle aux États-Unis sont en repli de 0,5% sur un mois en avril, après une hausse de 0,5% en mars. Et puis, belle accélération de la croissance britannique également au premier trimestre. Oui, la croissance britannique est plus élevée qu'attendue, à plus 0,7% sur les 3 premiers mois de 2025, après une croissance de plus 0,1% le trimestre précédent. En rythme annuel au premier trimestre, le PIB s'élève à 1,3%. On a également pris connaissance de la seconde estimation de la croissance en zone euro pour le premier trimestre. La croissance du PIB a été
été revu à la baisse et s'établit à plus 0,3% contre 0,4% en première lecture. Quels sont les équilibres du jour sur les marchés obligataires, Pauline ? Le rendement américain à 10 ans reste tendu autour de 4,50%, un seuil particulièrement scruté par les investisseurs. En Europe, le rendement allemand de même échéance s'établit autour de 2,65%. Le dollar est stable aujourd'hui face à un panier de grandes devises avec un euro-dollar se traitant autour de 1,12. À noter surtout la baisse de 2 à 3% des prix du pétrole avec un baril de Brent à environ 64 $ après que Trump a mentionné un potentiel accord sur le nucléaire iranien. Total Energy en pâtit, le titre cède 1%. Côté micro, les investisseurs saluent la publication trimestrielle d'Engie. Oui, le titre est en tête du CAC 40 et gagne 3%. Le groupe fait état de résultats en hausse sur la période portés par son pôle infrastructure et les perspectives annuelles sont confirmées. Toujours en France, mais hors CAC 40, Ubisoft plonge de 20%. L'éditeur de jeux vidéo annonce une perte nette de 160 millions d'euros pour son exercice décalé 2024-2025. Et puis dans la consommation, la grande consommation, les résultats de Walmart étaient particulièrement attendu aujourd'hui. Oui, le géant de la grande distribution fait état de ventes comparables et d'un bénéfice trimestriel en hausse et qui dépasse les attentes. Walmart alerte toutefois sur le fait que les prix élevés des droits de douane pourraient se traduire par des hausses de prix pour le consommateur à partir de la fin du mois. Le groupe ne donne pas de prévision pour le deuxième trimestre. Le titre ouvre en repli de plus de 4%. Et puis les grands groupes chinois publient également en ce moment leurs résultats. Alibaba a publié un chiffre d'affaires inférieur aux attentes pour son année fiscale. Oui, un chiffre d'affaires pénalisé par la faible demande chinoise et par les incertitudes commerciales. Le titre chute de plus de 6%. Enfin, la série noire pour United Health se poursuit. Après la démission du CEO avant-hier, l'entreprise fait aujourd'hui l'objet d'une enquête pénale pour une possible fraude à Medicare d'après le Wall Street Journal. Le titre, qui a déjà perdu 40% de sa valeur depuis le début d'année, plonge à nouveau de 12% dans les premiers échanges à Wall Street. Quel sera le programme de demain sur les marchés, Pauline ? Demain, ce sera la journée d'échéance des 3 sorcières sur les marchés avec l'arrivée à expiration de plusieurs produits dérivés. On prendra aussi connaissance de la balance commerciale de la zone euro pour le mois de mars et du taux de chômage français pour le premier trimestre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Forest est avec nous, le directeur des investissements de Candriam. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Malik Hadouk nous accompagne, directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Bonsoir Malik. Bonsoir Grégoire. Et Benoît Vesco est également à nos côtés, le président de Delubac Asset Management. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Bon, c'est la question d'ouverture. Benoît, que retenir de cet équilibre de marché avec d'un côté des indices actions et le S&P 500, la grande référence américaine, qui ont recoupé toute la baisse post-Liberation Day aux États-Unis, avec un S&P 500, je le disais, qui est même revenu sur ses niveaux du 1er janvier. On remet les compteurs à zéro d'une certaine manière. Et de l'autre côté, sur le grand marché obligataire américain, on voit toujours une certaine pression et une tension qui persiste, notamment sur la partie longue de la courbe, 10 ans, 30 ans, avec des taux qui s'équilibrent toujours entre 4,5% et 5%. Est-ce que c'est un équilibre qui convient à tout le monde aujourd'hui, ou est-ce que c'est un équilibre qui peut déraper ou redéraper à un moment, Benoît ? Oui, alors d'où on vient, c'est vrai que c'est plutôt satisfaisant de retrouver, comme vous le disiez, cette remise à zéro de la performance des marchés actions US. Tant mieux. On voit bien, on sort de cette escalade verbale, plus particulièrement entre la Chine et les États-Unis, qui, je pense, a été un espèce de point extrême sur les marchés, où on ne pouvait plus vraiment prévoir grand-chose. C'était virtuellement la fin du commerce mondial. Ouais. Ça ne signifiait plus rien, d'où ces baisses brutales. On revient sur des choses entre guillemets plus raisonnables. Est-ce que c'est 10% minimum ? Est-ce que c'est 30% ? Alors, on n'en a pas toute la transparence. Quelles sont les exceptions ? Quels sont les délais ? Chaque pays va être, traité d'une manière différente. Donc tout ça ne permet pas d'y voir encore très clair, mais revient sur des niveaux plus raisonnables. On reste quand même dans une guerre tarifaire. Et une guerre tarifaire, c'est quoi ? C'est un peu moins de croissance, un peu plus d'inflation. Donc c'est quand même un jeu perdant-perdant
pour l'ensemble de la croissance mondiale. Quand on regardait les prévisions FMI là, qui ont été revues fin avril sur 2025, c'est quand même les États-Unis qui sont les plus grands perdants en termes de potentiel de croissance en 2025, qui passeraient en théorie un peu en dessous de 2% de croissance en 2025. Alors 2% pour nous Européens, ce serait rien à dire, c'est fantastique, mais pour eux, ça fait plus de 10 ans hors Covid, ça fait plus de 10 ans qu'on n'aurait pas atteint des taux si bas. Donc c'est quand même un sujet. Et puis c'est moins de croissance mondiale globalement. Donc on n'a pas terminé, clairement. On revient à zéro parfait. Est-ce qu'on peut se projeter sur des niveaux de performance des marchés actions forts? Clairement pas encore. Et on va rentrer dans le dur de la réalité économique de ces taux, de ces hausses tarifaires petit à petit. Et ça prendra encore du temps. Et puis, comme vous l'évoquiez, le deuxième volet, cette vigilance obligataire qui n'a pas, le marché obligataire qui n'a pas baissé les bras. Alors ça peut pas sembler paradoxal. On a plutôt des statistiques inflationnistes relativement favorables et donc moins d'excès sur les tarifs, ça pouvait plaider en faveur de baisse des taux. Et on voit que les taux ne baissent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont déjà sur le deuxième round, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on va regarder maintenant ? La suite du programme de Trump. On passe maintenant aux cadeaux fiscaux qu'on avait promis et comment on va y passer, comment on va les financer. C'est le sujet, ça va être le sujet des marchés obligataires. On se souvient de ce fameux moment de Liz Truss au Royaume-Uni. Est-ce qu'on n'est pas en train de se préparer, d'adresser des messages de prudence au gouvernement américain ? Probablement du côté marché obligataire, effectivement. Vous dites le marché obligataire, effectivement, alors regarde moins la guerre commerciale que la prochaine étape qui va être celle de la question du financement, du refinancement de l'État américain et de l'équation budgétaire en intégrant les promesses de baisse d'impôts de Trump. Oui, il est probablement déjà dans la projection et il est vigilant. Et clairement, alors ce qui est intéressant aussi de cette phase-là, ce qu'il faut quand même regarder, c'est que je dirais que ces garde-fous des marchés actions d'abord, de la Fed en parallèle, des marchés obligataires ont quand même joué un certain jeu. À un moment donné, à mon sens, et ont sûrement à un moment donné permis de revenir dans le jeu des discussions sur des choses plus acceptables et plus rationnelles. Voilà. Mais ça reste limité tout ça et on reste toujours dans cet environnement-là. Qu'est-ce qui drive les marchés obligataires américains là, à ce stade pour vous, Nicolas ? Qu'est-ce qui fait que les taux sont encore à 4,50 sur le 10 ans et 5% quasiment sur le 30 ans ? Je pense qu'effectivement, de tout cet épisode tumultueux où il était compliqué d'anticiper ce qui s'est passé, avec beaucoup d'humidité, c'était quand même assez rock'n'roll. Il y a plusieurs choses qu'on peut retenir. La première chose, quand même, pour revenir sur ce qui a été dit, c'est que c'est les États-Unis qui étaient les plus victimes de cette guerre des tarifs. C'est le marché américain qui a le plus rebondi. Ça paraît naturel, mais c'était quand même une interrogation. Les États-Unis semblaient, pour les marchés actions, les plus vulnérables à cette guerre des tarifs. La deuxième leçon sur le marché obligataire, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que la classe d'actifs du monde, une des classes d'actifs du monde les plus imprévisibles, c'est le taux d'État américain. Ouais. C'est dingue de dire ça. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, dans ce taux américain, il y a une prime de terme, une prime de risque, qui dépend et qui est lié à ce que peut faire l'administration Trump. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit, à savoir quelle est la prochaine étape. La prochaine étape, c'est potentiellement le financement du déficit, alors le relèvement du plafond de la dette, et puis il y a le déficit. Parce que quelque part, tarifs et déficit ne sont que les deux faces d'une même pièce. Puisque les tarifs devaient financer une partie du plan fiscal. Tarif égale recette. Exactement, tarif égale recette. Or, dans le plan qui est en train de se discuter au Congrès, d'ailleurs il faut rappeler, moi je faisais les bilans des 100 premiers jours de Trump, parenthèse, c'est plus de 142 executive orders, c'est 4-5 lois. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu un président qui a fait autant d'ordres exécutifs et aussi peu de lois. Pour le déficit, pour faire un plan budgétaire, il va falloir faire une loi. One big beautiful bill. Oui. Une belle et grande loi. Et pour faire cette loi, qu'est-ce qu'on fait ? Extension des tax cuts de 2017. C'est déjà combien ? 400 milliards, je crois. 600. 600 par an ? Ouais, c'est ça. D'accord. Voilà. Donc c'est 4000. Donc ça, c'est juste la prolongation des baisses d'impôts
délivré par Trump en 2017. Après, il faut rajouter les potentielles promesses qu'il avait faites sur les exonérations sur tout ce qui est les bills, les tips, les pourboires. Ouais. Aussi sur les heures supplémentaires où il faisait des exemptions. Et en plus, il a fait d'autres promesses. Aujourd'hui, rien qu'avec l'extension de ces mesures, on est au minimum autour des moins 7% de déficit. C'est énorme. Et en fait, si on compare Trump 2 à Trump 1, dans cette série Netflix à rebondissement, la situation est très différente. Car si les personnages sont un peu les mêmes, avec Trump, Navarro et d'autres, la situation est très différente. En Trump 1, le niveau d'intérêt du 30 ans n'était pas à 5%. En Trump 1, le niveau du déficit n'était pas à 7%. Aujourd'hui, la charge de la dette ne fait que progresser. Aujourd'hui, et c'est ce que disait Janet Yellen tout à l'heure dans une conférence, il faudrait au minimum 2% de réduction du déficit pour stabiliser le niveau général de la dette. Donc, pour répondre à votre question, que dit le marché obligataire ? Il dit ce que vous dites. Il dit, attention, nous regardons. Ouais. Et pour moi, le niveau que vous avez donné en introduction, moi, ce que je regarde le plus, c'est le 30 ans. 5%. 5%, ça a été touché au moment de la libération. Et c'est là où ça calme tout le monde. Ça a été touché tout à l'heure aussi. Voilà. Mais après, quelque part, il y a un balancier. C'est-à-dire que c'est vrai que si on casse ces 5%, la bourse peut baisser, la Fed potentiellement pourrait aussi intervenir. Mais ça sera en tout cas le point d'orgue. Donc moi, ce que je retiens de cet épisode, je vous l'ai dit, c'est que les États-Unis étaient sans doute les plus impactés, que le marché obligataire est vigilant, les bonds de vigilance sont là pour regarder ce qui va suivre, et que c'est certainement là où il y a le point important. Quelque part, si on pense et si on veut jouer encore à la hausse le marché d'actions américain et acheter les actions américaines, on aimerait bien. On pourrait faire le point sur l'exceptionnalisme américain qui était discuté, mais quelque part, dans la super performance des actions américaines, il y a eu les baisses d'impôts, il y a eu la globalisation, il y a eu les baisses d'impôts, il y a eu les taux bas. Et puis il y a eu les high. Bon, les high est encore là, et ça c'est magnifique, mais pour le reste, les dépenses et les baisses d'impôts doivent être prolongées, et les taux bas ne sont plus là. Donc, 2% de taux réel aux États-Unis. Voilà, donc quelque part, si on a un maintien et si les taux d'intérêt restent très élevés, dans l'équation complexe d'allocation d'actifs, c'est ça qui fait tout. Donc selon moi, les taux américains, c'est la variable la plus difficile à prévoir et c'est celle qui certainement peut faire basculer le scénario, y compris tant pour les marchés évidemment du crédit obligataire, mais aussi pour les marchés d'actions. D'accord, avec ce qu'on développe là, Malik, on rentre à nouveau dans une séquence où c'est l'obligataire qui va dicter un peu la tendance ? Définitivement. Ouais. Ben oui, parce qu'on a une séquence, mais entre-temps, les choses ont quand même un peu évolué depuis les accords américains-chinois, parce que pour nous, c'est un game changer quand même s'il y a des discussions qui vont durer 90 jours, mais à la fin... Qu'est-ce qu'on peut faire en 90 jours ? Négocier encore plus. Ouais. Mais on va arriver à des 10% incompressibles, et éventuellement 30% maximum pour la Chine. Ouais. Je pense que les Chinois sont d'accord avec ce niveau-là, puisque l'idée, c'est de réduire le déficit commercial entre les États-Unis et la Chine. Je rappelle, pendant la campagne, ils nous préparaient à 60% sur la Chine, donc globalement. C'est 2 fois moins. Finalement, deux fois moins. Alors, il faut rajouter quand même les tarifs qui traînent de Trump 1.0 sur la Chine. Donc, ça monte un petit peu, on est entre 40 et 45% autour, quoi. Tout ce que j'ai compris, c'est qu'on arriverait à la fin à 30%. Ouais, d'accord. Bon, ben. Donc c'est un game changer, c'est-à-dire que les échanges vont recommencer entre les États-Unis et la Chine, et c'est un game changer dans le champ où très rapidement, même si je pense qu'ils ont été très rapides, les économistes ont commencé à réviser déjà à la hausse les perspectives de croissance des États-Unis et de la Chine, et encore plus frappant, ils ont révisé la croissance des bénéfices à la hausse des États-Unis. Je vous rappelle qu'on était tombé à 7%, et suite à ces accords, on est revenu à 10%. En espace de même pas 10 jours. Donc c'est assez impressionnant. Et ce qui explique le mouvement qu'on a eu, notamment sur les valeurs technologiques, qui ont le plus profité de cet engouement, en plus des accords commerciaux qui viennent de signer au Qatar, en Arabie Saoudite, etc. Donc c'est encore un plus pour l'économie américaine. Donc l'évolution des taux, elle ne me surprend pas pour l'instant. Au-delà de 5%... C'est le redressement des perspectives. Il y a aussi le redressement des perspectives de croissance qui se reflète... Oui, parce que la dynamique, en fait, elle est plus brisée, elle est plus cassée. La dynamique économique n'est plus brisée comme elle l'était. Elle est fragilisée, mais à mon avis, elle n'est pas brisée.
Et même en Europe, maintenant, on regarde. Qu'est-ce qui pesait sur le marché? C'est les inquiétudes politiques et géostratégiques. Petit à petit, elles tombent les unes après les autres. Côté microéconomique, on avait des inquiétudes sur une récession. Aujourd'hui, on lève cette hypothèse de récession. Donc, on se remet à réviser rapidement à la hausse les perspectives de croissance bénéficiaire. C'est vrai pour les États-Unis, c'est encore pas vrai pour l'Europe. Et puis, vous avez le troisième élément qui va rentrer en jeu maintenant, c'est le soutien politique, monétaire, éventuellement budgétaire. Soutien monétaire de côté BCE, je pense qu'il va se poursuivre. Il est moins évident du côté de la Fed pour l'instant parce qu'elle n'a pas de raison d'intervenir, sauf à dire ce que vous mentionnez, c'est-à-dire que les taux s'envoler, et là on pourrait avoir c'est une vraie dislocation du marché obligataire. Là, c'est la stabilité des prix et on a un mandat pour intervenir. Et puis vous avez la relance allemande qui arrive et éventuellement les baisses d'impôts aux États-Unis. Donc tout ça, le marché action, lui, le prend en compte. Le marché action, il a déjà monté le mur des craintes. Il a déjà vu les bonnes nouvelles. Il a déjà vu les bonnes nouvelles. Le marché obligataire dit attention, il y a le problème du déficit. Personne ne semble prendre en mesure cette importance-là des déficits. Donc, je pensais que le rallye s'essoufflerait, mais avec ces bonnes nouvelles, il y a encore éventuellement des progressions, sauf à dire que maintenant, ce qui va compter, c'est les chiffres d'inflation à venir, parce qu'on a été surpris par les bons chiffres d'inflation. Alors tout le monde nous explique que les tarifs ne sont pas intégrés dans ces chiffres d'inflation. Mais on a vu les PPI aussi cet après-midi, c'était la même tendance. Sauf à dire que certaines entreprises, mais pas toutes, mais beaucoup d'entreprises ont dit qu'elles pourraient manager cette hausse de tarifs pour l'instant sans la répercuter sur les consommateurs. À l'exception de Walmart qui a annoncé que cet après-midi que... alors tout dépend du niveau de marge que vous avez dans votre secteur, etc. Ça dépend des secteurs. Ce sera confirmé. Bon, il y a eu beaucoup de phénomènes d'anticipation. Beaucoup de boîtes ont stocké, beaucoup de consommateurs ont aussi consommé peut-être en amont. La consommation en mars, c'est plus 1,7%. Vente au détail révisée à la hausse aux États-Unis. Donc c'est un chiffre énorme quand même sur un mois. Mais vous dites, peut-être que la répartition de la charge des tarifs sera pas seulement sur le dos du consommateur américain. C'est possible que cette répartition se fasse... dans le résultat du second. Oui, mais alors à ce moment-là, il y a un truc qui ne va pas. C'est qu'on ne peut pas réviser à la hausse les bénéfices des entreprises. Si les entreprises prennent un peu sur leur marge... Oui, mais ça dépend. C'est un équilibre. C'est un équilibre. D'accord. Elles peuvent contourner aussi. Elles peuvent contourner. C'est ce qu'elles ont fait. Oui. Et pas qu'une histoire de marge. Mais en effet, elles peuvent bien gérer les tarifs. Elles peuvent contourner. Donc il y a des tarifs plus élevés contre la Chine. 30%. Il y en a moindre sur d'autres pays. Elles peuvent contourner. En passant par Mexique, Vietnam, etc. Et ça, elles ont montré quand même de la capacité, de l'ingéniosité. Oui, sur les banques centrales, mais gardez la parole un instant, là, sur les banques centrales, la BCE, elle a encore matière à pouvoir la BCE, délivrer quelques baisses de taux, là. Oui, l'inflation, elle est sous contrôle. Même avec les tarifs, on n'a pas vu l'inflation repartir sévèrement. Bon, il y a toujours notre copine allemande qui met un peu de l'huile sur le feu à chaque déclaration. Donc Isabelle Schnabel, qui, elle, maintient un discours de prudence sur la poursuite de baisse de taux partant des 2% n'a aucune raison d'être à l'heure actuelle. L'inflation est sous contrôle, les taux réels restent un peu élevés, même s'ils ne sont moindres qu'aux États-Unis. Donc il y a la marge pour continuer à baisser les taux et soutenir le retour de la croissance économique en Europe, qui le sera d'un côté par la relance allemande. Bon, mais qu'est-ce qu'on a envie de privilégier là ? Enfin, je veux dire, du coup, on est à l'aise avec le marché action américain, on est toujours confortable aussi avec le marché européen ou en termes de valorisation, il n'y a pas photo, encore une fois, et puis il y a un soutien qui est un peu plus fort du côté européen que du côté américain, soutien monétaire, encore une fois, soutien budgétaire évidemment, valorisation est effectivement largement en dessous des valorisations américaines. Mais là où les choses ont peut-être changé au cours des 2 derniers jours, c'est la dynamique américaine. Je me rappelle, le mois dernier, on parlait du désintérêt pour les actifs américains. Il semble que tout d'un coup, les choses aient changé. C'est que le positionnement sur les actions américaines était très faible de la part des investisseurs. C'était déjà tourné vers l'Europe. On avait eu des flux assez importants sur l'Europe. Et en ce moment, je pense qu'il y a un retour. De l'exceptionnalisme américain ? Pas l'exceptionnalisme, non. De l'attractivité. Parce que on a changé de paradigme, encore une fois. Game changer. Côté américain. Le ton change. Le ton change des autorités vis-à-vis de tout le monde. Vis-à-vis de tout le monde. Regardez Trump.
accord avec la Syrie, accord éventuellement avec l'Iran. Donc il est en train de... Ah bah là, c'est deal sur deal, là. Oui, Voilà. oui, là, c'est deal Même sur si certains deal. disent, notamment que l'Arabie Saoudite était déjà pris en compte depuis un certain nombre de temps. Ce n'est pas des nouveaux deals. Non, oui, oui. C'est plutôt... Oui, oui. Mais bon, ça amène une tonalité différente. Du coup, on se remet à parler de l'exceptionnalisme américain. Enfin, je ne sais pas, tout le monde a réfléchi très fortement à cette question. La baisse du dollar, est-ce que c'est juste une dépréciation ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond? Est-ce que c'est un vrai cycle baissier du dollar qui s'accompagne d'une défiance des investisseurs globaux? Est-ce que c'est des sorties de capitaux du marché américain pour longtemps après une accumulation de capitaux sur le marché américain qui a été spectaculaire au cours des dernières années? Est-ce qu'on a un avis définitif là, à ce stade, Benoît? Oui, alors déjà sur les marchés actions, hein, mais je rejoins ce que disait Malik, c'est on est passé d'un risque de récession à une moindre croissance. Ouais. Donc ça donne du potentiel. Partant quand même en début d'année d'un consensus qui nous disait les États-Unis, ça va être encore 2,5-3% de croissance cette année. Hein. Donc effectivement, on passe par différentes étapes, mais c'est quand même toujours moins bon que ce qu'on pouvait prévoir en tout début d'année 2025. Et effectivement, clairement, qu'est-ce qui reste? Il reste quand même des hausses de tarifs. Et des hausses de tarifs, bien sûr. Donc ça garde... Un péage moyen autour de, je sais pas, 10, 15, 10, 7%, 12, bon, 12,5%. Bon, 12,5% selon les calculs. Alors. Donc ça donne un peu de potentiel sur les marchés actions. Sur les marchés actions US, ça redonne un peu de potentiel, mais c'est probablement moindre effectivement que ce qu'on se disait début janvier. On était sur un scénario Trump pro-affaires, pro-business, tout va aller bien pour les entreprises. C'est moins vrai maintenant, hein, clairement. Donc ça, c'est le premier point. Potentiel sur les marchés actions US, oui. Moteur de moyen terme qui se déclenche sur les marchés d'actions européennes, c'est clair aussi, avec un soutien de la BCE qui va aider à court terme. Tout ça se met en place et c'est plutôt sain pour les marchés actions européennes. Après, c'est vrai qu'il faut garder en tête, tout à l'heure on se disait, ces alertes sous-jacente à ces risques marché obligataire US et cette vigilance. Alors moi je la vois aussi comme une vigilance, une espèce de réassurance, à se dire voilà, on ne pourra pas aller sur des extrêmes parce que les marchés obligataires à un moment donné l'empêcheront, ce qui est plutôt sain. Ouais. Et puis ensuite, vous l'avez dit, il faut quand même regarder cette évolution du dollar. La baisse du dollar, elle peut se comprendre dans une tactique pro-croissance du pays, relance des exports, ça pouvait se comprendre. Hein. Si ça se poursuit, c'est plutôt la traduction de ce que disait marché obligataire, défiance, inquiétude, et donc là ça devient assez gênant, et donc cet indicateur il faut le regarder parce que les marchés US restent le marché leader sur les marchés de capitaux. Si on se défie du marché leader, qu'est-ce qui nous reste? Hein, donc là, on aurait un vrai sujet. Il n'y a pas encore d'alternative crédible au dollar, quoi. Alors, l'Europe, on le dit, c'est une alternative crédible à notre sens, mais c'est un déséquilibre. Hein. C'est-à-dire si on se défie des marchés US, et le dollar sera le signe, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être aussi, notamment, des investisseurs asiatiques qui vendent un petit peu, qui se délaissent un peu d'obligations américaines. Tout ça, ça peut être des éléments quand même perturbants et assez forts. Et là, on est encore à nouveau dans un jeu perdant-perdant. Hein. Donc il faut quand même regarder cet indicateur-là, il est important. Pour le moment, c'est un scénario croissance faible, mais croissance malgré tout. Donc des marchés US qui repartent à la hausse, modérés probablement. Il faut quand même signaler que les marchés US repartent à la hausse dans une hausse plus équilibrée maintenant. Hein, c'est plus les 7 magnifiques tout ou rien. Hein, c'est quelque chose d'un peu plus équilibré, ce qui est quand même plus sain. Il y a de la largeur, effectivement, dans cette. On élargit le jeu. On élargit le jeu national aux États-Unis et puis au niveau global, avec notamment l'Europe qui peut tirer son épingle du jeu. Ça reste sain. C'est pas une année 2025 en très forte progression, mais c'est quand même une année 2025 qui peut être en progression. Nicolas Forest, sur le dollar, est-ce qu'on a assisté juste à une dépréciation un peu appuyée ou est-ce que c'est plus profond? Et ça rejoint là aussi hein, le débat qu'apporte Malik. Est-ce qu'on peut assez vite effacer cet épisode et retrouver la confiance habituelle, j'allais dire, dans les actifs américains, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a été quand même abîmé durablement, plus que quelques semaines? C'est une bonne question. Oui. C'est une bonne question. Quand on regarde l'évolution de la devise du dollar ou de l'euro contre le dollar, on peut... il y a plein de théories qui existent, mais
on peut décomposer ça, par exemple, en trois différents points. Une vision de très long terme, qui est en fonction un peu des grands équilibres commerciaux et des balances des comptes courants, et qui effectivement est quand même plutôt favorable à l'euro, mais c'est vraiment des équilibres de très long terme qui n'ont pas été modifiés pour l'instant, même avec les tarifs. Il y a une composante qui est plutôt de moyen terme et qui est le différentiel de taux, et qui est normalement une composante qui marche très bien, c'est-à-dire l'écart de taux de banque centrale explique relativement bien les variations d'une devise par rapport à l'autre, notamment de l'euro par rapport au dollar. Et là, on a une banque centrale européenne qui, rappelons-le, a été la première, ce qui n'était jamais arrivé depuis 1980, enfin la création de la zone euro, à baisser ses taux, et pas qu'une fois, à le faire davantage, la Fed qui reste. Donc normalement, ça devrait pousser l'euro à la baisse. Reste une troisième composante pour expliquer la baisse du dollar et la hausse de l'euro. Parce que l'élément de différentiel de taux va à l'encontre de la baisse du dollar. Exactement. On est bien d'accord. Voilà. Alors pour expliquer ce qui se passe, la baisse du dollar, c'est un élément d'aversion, purement d'aversion. Donc c'est vraiment cet élément-là qui explique. Donc au-delà juste de la dépréciation qu'on a vue de 10%, c'est une dépréciation qui est en plus anormale compte tenu de l'environnement de taux d'intérêt qu'on a et de différentiel. C'est du manque d'appétit pour le dollar américain. Alors, est-ce que ça va perdurer ? Difficile à dire. Mais en tout cas, il n'y a rien qui nous laisse penser pour l'instant que les investisseurs vont massivement réinvestir dans les actifs américains. Et donc, si on investit dans les actions américaines, il faut se couvrir aujourd'hui contre la baisse du dollar. C'est pas naturel de le faire. Non, c'est pas naturel. Précédemment, alors, par rapport à ce qui s'est passé et au rebond qu'on a eu sur le marché américain, ce qui est intéressant de constater, c'est que de ce que moi j'ai vu en flux, c'est énormément des retail. Oui, oui. Le retail américain. Le retail. C'est l'acheteur marginal aujourd'hui qui fait le marché, oui. Du côté du marché américain, ce qu'on a constaté autour des dernières années, c'est qu'il y a une explosion des foreign holders, des détenteurs internationaux qui ont acheté les actions américaines. Et ceux-là, qui ont pas mal acheté avec l'exception, qui ont acheté l'histoire de l'exceptionnisme américain, restent selon moi encore un peu en wait and see mode. Donc je ne suis pas sûr qu'ils vont tout de suite revenir. C'est le même problème aussi sur les obligations dont on parlait tout à l'heure. C'est les 30% de détenteurs de dettes américaines qui viennent d'Asie, du Japon et d'Europe. Donc est-ce que ces investisseurs-là internationaux qui ont accumulé beaucoup de dollars, qui ont acheté des obligations d'État, qui ont acheté des actions américaines... Est-ce qu'ils ont envie d'en prendre encore ? Moi, je pense qu'ils sont plutôt pour l'instant dans une phase d'attente. Donc sur le dollar, c'est pas qu'on s'attend et qu'on est super inquiet, mais moi je pense qu'on peut voir davantage de dépréciation et que ça reste quand même une métrique à surveiller. Et donc voilà. Par rapport aussi au marché d'actions américain dont vous parliez tout à l'heure, ça a été la double peine pour beaucoup d'investisseurs. Parce que certains on perd 10%, en gros, je simplifie. Vous perdez 10% sur le marché d'actions, mais vous perdez 10% sur la devise. Et ça, les 10% sur la devise, ça fait mal. Hein. On a perdu jusqu'à 20% sur le S&P 500. Si on rajoute, alors c'est 10% de baisse du dollar face aux grandes devises, mais face sur l'euro-dollar, ça a été peut-être moins 4, moins 5, j'en sais rien. Voilà. Mais ça rajoute encore une patte de baisse. Ça rajoute une patte de baisse. Donc ça, je pense que ça crée un petit peu de l'incertitude. Et quand aujourd'hui, vous regardez les actifs, vous êtes en tout cas européen. Vous êtes un investisseur européen. Est-ce que vous avez envie d'investir dans les actifs dollars aujourd'hui ? Par exemple, sur l'obligataire. Bon, vous prenez le risque de vise, mais vous savez pas trop ce qui va se passer. Alors vous vous dites, vous hedgez. Mais aujourd'hui, si je me hedge sur une obligation allemande, je gagne 50 points, 0,50% de moins qu'une obligation américaine. Pardon, l'inverse. C'est l'inverse. Si je prends une obligation américaine, je perds 0,50% par rapport à une obligation allemande. Désolé. Couvert sur une obligation américaine, ça n'a pas d'intérêt. Donc en gros, vous êtes européen, vous achetez des obligations américaines, vous perdez de l'argent. Vous achetez des actions américaines qui sont quand même pas non plus données. Ah non. Est-ce que vous hedgez ? Je ne sais pas. Donc je dirais qu'en tous les cas, par rapport au grand débat sur le dollar, je pense que pour l'instant, il n'y a plus de péril dans la demeure, mais il faut rester vigilant. Et par rapport, c'est la même question que l'exceptionnalisme américain. Certains ont dit il est mort. Moi, je n'irai pas jusque-là. En revanche, on est clairement dans une autre dynamique que la dynamique de 2024. Et aujourd'hui, c'est plutôt tous les marchés qui bénéficient d'un rebond.
Et donc, je ne ferai pas de pari marqué régional. On est passé d'un hyper-exceptionnalisme américain à un niveau inférieur d'exceptionnalisme américain, quoi. Exact. Le thème existe toujours en partie. Le thème sur le très long terme reste, parce que vous avez quand même pour l'instant, malgré Trump et tout, une des premières puissances économiques mondiales, la première puissance militaire. Oui, l'IA, les porte-avions, etc. Quoi. Voilà. Ça existe toujours. Oui, non, mais... Et ça, ils ont pas disparu. Non. Donc sur le très long terme, malgré tout, ça reste la devise et un pays de référence. À moyen terme, avec ce qui se passe sur Trump, voilà. Le grand secret, c'est qu'il faut que Trump ne parle plus, puisque en fait, c'est ça qui se passe, c'est que si on entend Bessent et que les autres se taisent, eh bien, toute chose égale par ailleurs, c'est bon pour la bourse américaine. Oui, et puis la marmotte, c'est ça, c'est que Trump arrêtera de parler. Non, mais sur le dollar, je reviens sur le point, Malik, parce qu'on a vu, alors au-delà des questions tarifaires, il y a toujours eu l'idée que dans le grand plan, si grand plan il y a la volonté d'un accord mondial pour justement amener une baisse du dollar structurelle et se défaire un petit peu de ce statut de monnaie de réserve qui visiblement embête aujourd'hui l'administration américaine. On a vu le dollar taïwanais s'exciter là sur une journée. On a vu le won sud-coréen bouger également sur des rumeurs selon lesquelles le taux de change, la politique de change faisait partie des discussions menées entre l'administration américaine et l'administration sud-coréenne. Même topo sur le Japon. Oui, mais le ministre japonais des Finances, il en parle quasiment explicitement aussi, il y a quelques jours, quelques semaines, en disant oui, le change, ça fait partie aussi des questions qu'on peut se poser avec l'administration américaine. Oui, c'est une question centrale aujourd'hui. On sait que Trump veut absolument faire baisser la devise américaine parce qu'il veut rétablir les équilibres commerciaux. Ça, c'est le premier moyen pour y arriver. Mais il va, en face de lui, avoir une Fed qui va être beaucoup plus contraignante qu'il ne le souhaitait. Ouais. Parce que la Fed, aujourd'hui, n'est pas dans une optique de vouloir baisser les taux compte tenu de la situation de l'économie américaine. Et ça risque de freiner justement la dépréciation du dollar quand vous avez d'autres banques centrales qui vont continuer à poursuivre la baisse des taux, que ce soit les banques centrales européennes ou asiatiques d'ailleurs. Parce qu'en Asie aussi, l'inflation est en train de baisser assez sensiblement. Ils ont des marges de manœuvre pour alimenter une baisse des taux. Donc, ce qui va encore réenchérir l'appréciation du dollar contre ces devises, reprise de la réappréciation, puisque c'était déprécié au cours des dernières semaines. Donc, est-ce qu'on peut y arriver par des négociations bilatérales, mais vous allez fausser aussi la parité triangulaire, si on peut parler. Bien sûr, dans la zone asiatique, ça va créer des problèmes. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'on puisse y arriver. La Chine ne va pas être contente, forcément. Exactement, la Chine ne va pas laisser faire. Donc, je pense que le seul moyen d'y arriver, c'est soit par une Fed qui devient plus accommodante. Mais de toute façon, il l'a répété la dernière fois en disant qu'il fallait absolument baisser les taux. Mais la Fed ne le fera pas. Donc, sur le court terme, je pense qu'on est rentré dans un range dans lequel on ne va plus bouger assez fortement entre 1,8 et 1,15. Mais on ne bougera pas au-delà de... Les grands mouvements, ils ont eu lieu là. Ils ont eu lieu, oui. Le réajustement s'est fait. Ouais. Bon. Et donc la Fed, maintenant, le marché attend autour de 2 baisses de taux, c'est ça, à partir de septembre ? Je vois, même qu'ils en ont une seule. Même une seule, pour certains. Oui, j'ai vu une seule pour certains, effectivement, à partir de toute fin d'année, décembre. Bon, alors ce pricing de marché, il bouge en permanence, Benoît. C'est vrai qu'à un moment, on s'est dit qu'on allait vite voir quand même le choc des tarifs sur le marché du travail, dans l'inflation également. La question étant de savoir, est-ce qu'on voit d'abord les prix monter, la croissance se dégrader ensuite, enfin, dans quel ordre est-ce que tout ça intervient et à partir de quel moment est-ce que la Banque centrale américaine sort de sa pause qui semble être la position de politique monétaire la plus raisonnable à ce stade? Qu'est-ce que vous dites de ce calendrier potentiel? Oui, clairement, la Fed, dans la situation actuelle, elle a tout intérêt à attendre. Alors pourquoi ? C'est vrai que quand on regarde les chiffres d'inflation, ils ont plutôt un argument en faveur d'une baisse des taux directeurs. Ouais. Avril était des bons chiffres qui allaient dans le sens. Ce sont des bons chiffres, mais ces hausses de tarifs ne sont pas encore dans l'économie. Donc on n'en a pas. Alors on n'en a pas la connaissance du niveau déjà. On a des ordres de grandeur maintenant, mais on n'a pas encore la réalité économique. C'est vraiment ce que les marchés vont faire, auquel les marchés vont faire face. C'est cette réalité économique dans les prochains trimestres. Donc ça, on ne l'a pas encore. Donc premier argument pour la Réserve fédérale,
attendons de voir les conséquences de cette politique de hausse des tarifs. Deuxième argument, les anticipations inflationnistes des différents acteurs économiques. Et quand on regarde ces anticipations inflationnistes, on voit qu'après une baisse régulière depuis le pic de choc inflationniste après Covid et la hausse des taux directeurs dans l'ensemble du monde des banques centrales qui avait amené à des baisses d'anticipation inflation mois après mois de manière très régulière et qui était ensuite suivie par une réelle baisse de l'inflation, on voit que ce mouvement-là aux États-Unis s'est inversé et que les acteurs économiques, quand on regarde les obligations indexées sur inflation, quand on regarde les sondages des consommateurs, les acteurs économiques sont en train d'anticiper plus d'inflation. Ça, pour la Fed, c'est pas acceptable. Elle doit inverser ce mouvement-là. Le problème, c'est que pour inverser ce mouvement-là, il va falloir du temps. Et donc, il va falloir qu'elle patiente encore plusieurs réunions pour pouvoir dire « je suis là ». Je tiens la barre et je vais continuer à agir sur mon mandat et notamment face à l'inflation. On ne parle pas de hausse de taux, mais simplement une pause qui se prolonge, c'est déjà un outil, une arme pour la Réserve fédérale pour recalibrer ses anticipations d'inflation. Exactement, c'est vraiment ce qu'elle va faire et donc on est plutôt parti sur probablement encore plusieurs réunions de statu quo avant de vraiment faire quelque chose, à part le scénario qu'on évoquait, auquel je crois beaucoup moins de dislocation des marchés obligataires qui amènerait à une action en urgence. Mais je pense que là, l'avantage, c'est que les marchés obligataires sont suffisamment vigilants pour dire, voilà, le gouvernement Trump, je pense, l'a compris. On a une forme de répétition autour du 8-9 avril, effectivement. Au moindre faux pas, on sait que ça peut réagir. Donc ça, je pense que ça sera le bon garde-fou. Ouais. Bon, qu'est-ce qui fait sortir la Fed de sa pause, Nicolas ? Le temps. Ouais. Je rejoins. Le temps a besoin d'un peu de temps. Il n'y a pas d'urgence pour baisser les taux tout de suite. Nous, on pense qu'elle devrait baisser 2 fois cette année. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a pensé depuis le début de l'année, même si effectivement il y a eu beaucoup de changements. Ça, c'est un peu les... mais au final, on était plutôt sur 2 baisses. Je pense qu'au-delà de ce qui a été dit sur l'inflation, mais effectivement, il faut regarder quand même le marché de l'emploi. Je pense que c'est, faut pas l'oublier, elle a un double mandat. Elle a celui de maintenir une stabilité des prix, mais aussi de veiller au plein emploi. Et donc, il faut voir ce qui se passe au niveau du marché de l'emploi, création d'emplois, taux de chômage et tensions potentiellement aussi. Et ça peut se dégrader vite de ce point de vue-là ? Mais en fait, c'est tout ce qui a été dit tout à l'heure. En réalité, tourne un peu le non-dit qu'on a ici, c'est le non-dit économique. Cet épisode, quelle trace va-t-il laisser sur l'économie américaine ? Personne ne sait. Impossible à savoir. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, ce sont des indicateurs soft, des indicateurs de sentiment auprès des entreprises, auprès des ménages, chuter significativement. Et c'est vrai qu'avec le retrait et la pause et une partie de retrait des tarifs et le rebond des marchés actions, effet richesse, on peut dire s'améliore un peu. On peut dire ces indicateurs de sentiment, on peut s'attendre à ce qu'ils rebondissent fortement. Très bien. Mais est-ce qu'il n'y a aucune trace ? Est-ce qu'il n'y aura aucun impact de ce qui s'est passé ? Est-ce que le maintien quand même d'un niveau général de tarifs de passer de 4-5% à 12,5% en moyenne ne va pas créer quand même un ralentissement ? Est-ce que les mesures globales qui ont été mises de lutte contre l'immigration illégale ne va pas créer quand même des tensions sur le marché de l'emploi et des tensions inflationnistes ? Tout ceci, nous ne le savons pas, nous ne le voyons pas encore. Donc on a juste des chiffres économiques qui sont des chiffres du mois d'avril qui prennent en compte des sentiments vraiment très mauvais, avec sans doute ça va rebondir de l'autre côté. Au niveau des tarifs, vous avez raison de dire, ça n'a pas été pris en compte. Donc il y a un bruit énorme. En somme, pour prendre une comparaison, l'effet du Liberation Day, c'est un peu l'effet du Covid. Mais c'est comme si on avait eu le Covid 2025 et qu'en 3 semaines, on avait le vaccin. Et que tout est résolu. Et alors, quel est l'impact sur l'économie ? Difficile à dire. Donc la Fed, elle n'en sait pas plus que nous. Elle a besoin d'avoir plus d'informations au niveau de l'inflation, au niveau des chiffres de l'emploi. Les nouvelles sur l'inflation sont plutôt satisfaisantes. Ça devrait possiblement ouvrir la voie à des baisses de taux. Mais il faut davantage d'informations sur le marché de l'emploi, davantage d'informations sur l'impact, évidemment, des tarifs sur les indications d'inflation pour envisager une première ou une deuxième baisse de taux. Et quelque part, les marchés aussi ont sauvé et ont été très vigilantes sur l'indépendance de la Fed. Il ne faut pas oublier aussi ce moment où Trump a dit qu'il fallait peut-être intervenir, changer le président, et les marchés n'ont pas du tout aimé. Non. Trump est revenu en arrière. Non. Donc quelque part... Le plus vite il finira son mandat, le mieux ce sera. Et maintenant, il pourra dire ce qu'il veut, et il pourra dire qu'il devrait baisser. Quelque part, Powell joue son indépendance, sa crédibilité et son bilan. Oui, donc c'est du lourd quand même.
c'est quand même gelé. Bon, un mot sur la logique d'investissement, une fois qu'on a dit tout ça, dans quelle mesure on reste constructif et où est-ce qu'on est confortable aujourd'hui là ? Alors, on aime les actifs européens plutôt, obligataires. On aime l'obligataire européen. Je suis désolé, je me répète, malgré tout. Dans l'obligataire européen, j'aime bien dire que le Sud, qui était autrefois considéré comme périphérique ou pas bon, est plutôt très bien géré. Donc, les obligations espagnoles, italiennes sont de qualité. La classe du crédit est une classe qu'on pourrait qualifier de relativement supérieure aux autres, car elle montre à la fois du rendement, de la résilience, donc plus que jamais le crédit est attractif. Sur le marché action, pas de grand pari régional, je dirais, à part peut-être jouer éventuellement les marchés émergents et la Chine pour les amateurs un peu. Mais là où il y a le plus de valeur, quoi. Voilà, là où il y a plus de valeur. Et assez tactique. Ah ouais. Tactique, ça veut dire, s'il ne se passe rien, on peut jouer un peu le rebond. Mais moi, ce qui me semble, c'est que dans la série des nouvelles de Trump et toute la volatilité, je pense qu'elle n'est pas finie. Je pense qu'on aura d'autres épisodes, d'autres mauvaises nouvelles, d'autres volatilités. Donc on ne peut pas dire à l'investisseur, allez en masse là-dessus. Non. Par contre, il y a quand même aussi un point, il y a 2 points. C'est, on voit qu'il faut être attention à la panique, il ne faut pas paniquer, etc. Et le style momentum qui a été fortement chahuté, je pense va rester difficile. Il faudra suivre. Est-ce qu'il y a du momentum qui revient ? Je ne crois pas. Malik. Alors la question, est-ce qu'on part ou on reste du marché action en fait ? Dans l'environnement actuel, on reste. Après le rebond, hein. Après le rebond, pour l'instant, on reste. Ouais. Je suis d'accord, le crédit européen et les obligations européennes sont une classe d'actifs à privilégier. Rester, gérer la volatilité parce qu'il y en aura, et privilégier les actifs encore européens et surtout les actifs émergents. On augmente nos expositions sur les actifs émergents, Chine et hors Chine d'ailleurs. Ouais. Ça reste des actifs de prédilection pour le moment, sans pour autant sortir totalement du marché américain, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les récentes évolutions redonnent un peu d'attractivité. Dans le bon sens. Oui, c'est ça. Et puis c'est un marché qui s'élargit un petit peu en termes de participation. Benoît ? D'accord sur tout ce qui a été dit. Un marché obligataire de bonne qualité sans aucun problème. Marché action, on est dans une croissance a priori qui restera molle mais qui est là. Donc pas de raison d'en sortir. Je pense que la vertu de ce moment qu'on a vécu, il faut aussi le regarder positivement, c'est que ça a permis, on l'a dit très rapidement tout à l'heure, de rebattre les cartes. Et là où on vivait dans un marché, un marché leader hyper concentré, monomaniaque, obsessionnel, qui n'était plus ça. Hein. On revient sur quelque chose où on peut diversifier, il faut diversifier les portefeuilles actions et ce sera vraiment un élément beaucoup plus sain dans nos gestions. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été invités Planète Marché ce soir. Benoît Vesco de Lubac Asset Management, Nicolas Forest, Candriam, Malik Hadouk, CPR AM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du New Space. Et nous en parlons avec le président de Carista, qui est à mes côtés en plateau, Olivier Dubuisson. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Carista, qui est une société de venture capital, comme on dit, de capital risque, qui a été fondée en 2001. Vous êtes spécialisé dans différentes thématiques, la santé, le numérique, la tech et le New Space, qui est un thème avec lequel vous êtes familier depuis plusieurs années. C'est vrai que c'est un thème qui commence à rentrer, j'allais dire, dans la discussion commune depuis quelques temps maintenant, mais pour vous, c'est une réalité en termes d'investissement. Depuis 2017, Olivier Dubuisson, c'est ça, avec un premier fonds qui s'est attaché à cette thématique du New Space il y a presque 10 ans maintenant. Qu'est-ce qui définit, qu'est-ce qui caractérise l'idée ou le thème du New Space quand on est investisseur ? Alors, le New Space, c'est déjà un point de départ, effectivement, il y a une vingtaine d'années, lorsque Elon Musk a souhaité démocratiser l'accès à l'espace. C'était un petit peu l'idée du départ. Son objectif, c'était de rendre l'accès à l'espace moins cher, et avec un objectif de diviser par 10 le coût d'accès à l'espace, un objectif affiché de rendre 1 kilo sur orbite pour 10 000 €. On n'y est pas tout à fait. Et donc, du coup, ça a généré énormément d'investissements, énormément d'engouement sur le sujet. Depuis maintenant plusieurs années, énormément de satellites mis sur orbite, puisque l'objectif, même s'il n'est pas exactement atteint, il n'en est plus très loin. Et donc, il y a énormément de satellites qui sont aujourd'hui en orbite autour de la Terre. Et donc, il y a énormément de start-up qui se sont positionnés sur le sujet
soit sur des sujets, ce qu'on appelle upstream, c'est-à-dire fabrication et industrialisation de satellites et de lanceurs, soit sur la partie downstream, c'est-à-dire digital, exploitation des données issues de ces satellites. Les données étant de 3 types. Observation de la Terre, géopositionnement et télécom. Ouais. Bon, pour le dire d'un mot, oui, l'espace est autour de nous au quotidien, nous qui sommes les pieds sur Terre. Voilà, c'est des sociétés donc, qui ont toutes des business models véritablement sur Terre. On peut faire beaucoup de choses avec le New Space, on peut faire de l'assurance, on peut faire de la santé, on peut faire de la sécurité, on peut faire plein de choses. Voilà. Il y a une frontière qui est en train de tomber dans ce thème du New Space, c'est la frontière entre civil et militaire et défense ou sécurité. Je ne sais pas comment est-ce que vous définissez d'ailleurs ce mouvement de convergence qu'il y a entre des applications civiles, industrielles, historiques, commerciales, classiques et le thème de la défense qui est en train de monter en puissance. D'accord. Il y a en fait eu toujours un lien de toute façon entre le spatial et le militaire. Déjà parce qu'envoyer une fusée et envoyer un missile, c'est très proche. La politique spatiale française, par exemple, a été toujours pilotée par la défense. Le CNES, par exemple, dépend du ministère de la Défense. Donc déjà, il y a un lien déjà ténu. Ça, c'est une évidence. Surtout, ce qu'on voit plus récemment, c'est qu'en fait, tout ce qui se passe autour de l'Ukraine, etc., on voit des nouveaux territoires de conflictualité arriver et l'espace devient un nouveau aussi territoire de conflictualité. Et donc, et c'est pour ça d'ailleurs que l'armée de l'air maintenant s'appelle l'armée de l'air et de l'espace. Et donc on l'a vu au moment de l'invasion en Ukraine. La première chose qu'ont fait les Russes, c'est de déstabiliser un certain nombre de faire du hacking de satellites, des satellites qui étaient peu ou pas protégés. Et donc on voit très bien que les conflits se déplacent vers le sujet de l'espace. Ouais. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que avec des données satellitaires, on peut faire tout un tas de choses pour la défense. On peut surveiller une frontière, on peut surveiller un champ de mines, on peut surveiller les déplacements d'une armée, etc. Donc l'espace est très proche en fait de ces sujets de défense. Et donc c'est pour ça que le fonds qu'on est en train de préparer, qui va être le fonds successeur de notre fonds actuel qui a pratiquement terminé sa période d'investissement, va non seulement continuer à investir sur des thématiques spatiales, mais également sur des thématiques sécurité et défense. Ah, c'est ça. C'est un élargissement pour vous du terrain de jeu et de l'univers. C'est pas l'idée de compartimenter des applications civiles, des applications militaires. Pour vous, c'est au contraire, c'est un marché, un univers d'investissement qui grossit. Là. C'est une prolongation, sachant que nous, lorsqu'on a commencé à investir dans le New Space, on s'est très rapidement aperçu que des sociétés qui a priori avaient des business models civils se retrouvaient par la force des choses avec des business models également militaires. Je peux citer par exemple Constellar, qui est une société allemande qui a pour objectif de mesurer le taux d'eau sur les champs pour l'agriculture, se retrouve actuellement en train de développer des choses pour surveiller des champs de mines. Et donc on voit que c'est des sociétés qui ont un modèle dual, à la fois civil et militaire. C'est la même techno ? C'est la même techno, c'est du multispectral, c'est exactement la même chose. Évidemment, les algorithmes de traitement vont être différents pour pouvoir effectivement informer les gens de ce qu'il y a. Mais globalement, il n'y a pas grand-chose à changer pour passer d'un modèle civil à un modèle militaire. C'est pas un pivot profond ou structurel pour une entreprise comme Constellar qui a développé cette technologie. Non, c'est une prolongation, c'est juste une nouvelle business unit, on va dire. Et donc pour nous, c'est hyper important parce que on avait imaginé une société qui pouvait valoir à terme 500 millions d'euros et aujourd'hui, avec ce nouveau business, ça peut valoir le double. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nos investisseurs et c'est pour ça qu'on veut prolonger l'investissement en élargissant très clairement nos investissements sur le thème de la sécurité et de la défense au-delà du spatial. Et ce fonds, il sera vraiment dédié, ce que vous dites, à ces entreprises duales qui vont servir à la fois des marchés militaires de défense et des marchés civils, commercialement traditionnels. Oui, tout à fait. Nous, ce qu'on souhaite, c'est d'abord investir sur ces nouveaux territoires de conflictualité. On a parlé du spatial, mais également de la cyber,
avec les attaques de cyber, sur les sujets notamment aussi de deepfake sur les réseaux sociaux. Donc là, il y a énormément de choses à faire sur les sujets de sécurité d'une manière générale. Et puis voilà, utiliser les technologies digitales qui sont extrêmement présentes sur ces domaines. La France est très présente au travers de tout un tas de sociétés de grande taille, les Thales, les Safran, dans le domaine militaire. Mais voilà, il y a ces nouveaux territoires de conflictualité digitale sont une vraie opportunité pour des startups pour se développer. Voilà. Et on veut investir plutôt en Europe, évidemment. Ouais. Donc, espace, défense et sécurité, c'est ça? Donc ça, c'est les trois piliers de ce fonds que vous lancez. Quel lien est-ce que vous faites avec l'enjeu de souveraineté? Alors, je manie ce terme avec prudence, parce que c'est vrai qu'il chapeaute beaucoup de choses aujourd'hui, notamment quand on est dans la sphère politique française et européenne. Qu'est-ce que vous en faites, vous, en tant qu'investisseur, de cette quête de souveraineté qui anime beaucoup de secteurs aujourd'hui? C'est très clair que l'enjeu de souveraineté, c'est une préoccupation des hommes politiques. Nous, on n'est pas un fonds souverain. BPI est un fonds souverain. Nous, notre objectif, c'est de investir sur cette opportunité de la défense européenne. Effectivement, on sera précautionneux sur le fait de revendre des sociétés plutôt à des acteurs européens. Maintenant, si les acteurs européens ne veulent pas se positionner sur les sociétés dans lesquelles on investit, on ne veut pas s'interdire d'investir, de céder les sociétés à l'extérieur. Maintenant, il y a des règles. On ne peut pas délocaliser une société qui dispose d'un actif stratégique pour la défense européenne comme ça. Il faut demander des autorisations. Donc, notre objectif, nous, c'est d'avoir une sorte de rescrit, de demander un accord préalable à notre investissement pour éventuellement céder une boîte en dehors de l'Europe. Mais c'est clair que nous allons favoriser des cessions européennes avant toute chose. Voilà. Mais oui, c'est ça. Dans la stratégie d'exit, il faut rester ouvert et agnostique au moins. Nous, on va favoriser des cessions européennes, françaises, européennes, mais s'il n'y a pas l'acheteur en face, s'il n'y a pas de volonté en face de chercher ou de trouver un acheteur, sauf si Bercy nous interdit de céder les technologies en dehors de France, nous autorisons à vendre des boîtes en dehors de l'Europe. Voilà. C'est quoi une boîte qui vous intéresse? Là, vous avez cité Constellar en Allemagne. En France, il y a des exemples également. Il y a une société qui a levé beaucoup d'argent, mais à mon avis, c'est trop tard pour nous. Mais donc, je ne vais pas vous donner les sociétés qui nous intéressent. Voilà, comme Command.ai, c'est une société qui est dans le sujet de la défense, qui est très utilisée notamment sur le terrain de l'Ukraine. Donc voilà, mais nous, on a vraiment déjà un bon deal flow. On a déjà analysé pas mal de sociétés. On a clairement de belles opportunités. Et voilà, je ne peux pas vous en parler parce que c'est confidentiel, mais voilà, on est prêt. Et donc nous, notre actualité, c'est la levée de ce fonds qui s'appelle Carista Tech 2. Et on espère pouvoir faire un premier closing d'ici la fin de l'année. Donc voilà, on est à la recherche d'investisseurs. On vise un premier closing autour de 50-60 et à terme un fonds de l'ordre de 100 millions d'euros. D'accord. Et par rapport au lancement du premier fonds, le premier fonds, je n'ai pas dit de bêtises, c'était 2017, c'est ça Alors, le premier fonds, on a commencé à travailler sur le sujet en 2017. On a fait un premier closing en 2021. D'accord. On vient de faire un nouvel investissement, il n'est pas encore public, mais on est en train de finaliser le portefeuille. Et en 4-5 ans, l'intensité concurrentielle dans votre métier d'investisseur dédié au New Space, il a évolué? Non, pas tellement. Ça reste très spécifique. Les gens, on est très peu nombreux sur le secteur. Il y a un acteur anglais un petit peu historique qui s'appelle Seraphim qui a investi sur ces sujets, mais beaucoup aux États-Unis. Donc nous, on estime qu'on est relativement seul. Il y a évidemment 2-3 autres acteurs qui font de la deep tech et qui de temps en temps font du New Space. Vraiment des fonds New Space comme nous, il n'y en a pas tellement, non. Comment on accède à l'expertise justement pour se positionner comme spécialiste, entre autres? Alors nous, on a un accord avec le CNES, donc le Centre national d'études spatiales, qui a mis un gros ticket dans ce fonds. Donc cette
cet accord, c'est pas seulement un accord financier, c'est un partenariat stratégique sur lequel nous travaillons. Donc, ils nous aident à trouver des technos, ils nous aident à trouver des startups, donc ils apportent du deal flow, mais ils aident aussi les startups de notre portefeuille à se développer chez les grands comptes, puisque chez eux, le CNES est un apporteur d'affaires, est un entre guillemets client de tous ces Safran, Thales, Airbus, etc. Et donc, ça nous aide beaucoup. Et voilà, on a de temps en temps des échanges autour des sociétés et de l'expertise qui nous arrive en provenance du CNES. Voilà. Merci beaucoup Olivier. Merci d'être venu évoquer avec nous cette thématique du New Space à l'occasion de ce nouveau fonds que vous lancez chez Carista. Olivier Dubuisson, le président de Carista, a été l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Be Smart for Change.